Et bonjour les amis. Alors, une première pour moi sur ma chaîne, ça faisait 2 ans que j'y pensais, 2, 3 ans que j'y pensais, c'était d'offrir des interviews des personnes que je rencontre sur mon chemin lorsque je me déplace, des personnes que je trouve extraordinaires, qui me touchent, qui ont une histoire particulière, avec qui je résonne. Et ben voilà, la première que j'ose de vous offrir un interview d'une de ces personnes que j'ai rencontrées. Je l'ai rencontré au réveillon de 2022-2023. Benoît m'a beaucoup touché. On a connecté aussi ensemble. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est comme je dis, ce sont nos histoires qui sont nos histoires de vie qui sont pourtant aux antipodes. Et nous avons énormément de points en commun dans ce que nous avons dû traverser, bien que nous n'ayons pas évolué dans les mêmes schémas familiaux. Donc voilà, cette première interview, il y en a d'autres qui suivront maintenant que j'ai osé faire cette première. Et donc ce soir, j'ai l'honneur et je suis ravi de vous proposer cette interview de Benoît, qui est baron, le baron Benoît de Moffard. Voilà. Écoutez la suite, vous allez voir, c'est surprenant et que je trouve très intéressant. Belle écoute. Donc bonsoir Benoît. Donc je te remercie de m'honorer d'avoir accepté pour ce premier interview sur ma chaîne. Ça fait longtemps que j'y pensais de faire des interviews sur les personnes que je rencontre et qui me touchent. Et bah voilà, c'est toi, c'est tombé sur toi et tu as accepté. Donc merci beaucoup. Merci Pascal. Et ben voilà, donc suite à cette désillusion sur la vidéo précédente que je parle, que j'étais parti pour la Norvège, et je suis arrivé chez Benoît avec cette désillusion et cette frustration, et j'ai pu me poser chez Benoît, me restaurer, me reposer pour retrouver de l'énergie. Et quand je suis arrivé aussi, Benoît m'a dit bah, tu peux rester autant de temps que tu veux. Et voilà, j'étais parti pour 2 jours, ça fait 3 jours. Et hier, on a parlé pour faire cette interview et il s'est dit c'est OK. Et ce qui m'a permis de se rendre ces 2 jours, ces 3 jours qu'on a passé ensemble, c'est de découvrir Benoît. Benoît, comme je vous l'ai dit, qui est avec nos histoires de vie. Nous avons des histoires de vie aux antipodes. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai grandi dans une cité du 93, en banlieue. Et j'ai joué le rôle de ce qu'on appelle, avec un mot qui a été très utilisé ces derniers temps, la racaille, une racaille. Et racaille, c'est vieux français qui veut dire lit de la société, personne méprisable. Donc à partir de son histoire, et j'ai rencontré Benoît et découvert que lui, Benoît, de ce que je sais dans mes livres d'histoire, il a du sang bleu, comme sa chemise. Exactement. Parce qu'il est baron, il est de l'aristocratie, et nous sommes en face du baron Benoît de Moffard. Et donc, ce qui a été très touchant pour moi, c'est à l'aune de mon histoire, c'est d'être aux antipodes à ce point. Et pourtant, et Benoît va nous en parler, eh ben, il a vécu, j'ai envie de dire, le même sac de merde que moi son Dans un milieu bas bleu, social. quoi. Voilà, dans son milieu social. Donc voilà, Benoît, si tu veux bien nous offrir ton histoire et nous raconter un peu qui tu es aussi. Ouf. C'est une grande histoire et en même temps une petite histoire, hein. C'est comment retrouver sa propre humanité, sa propre individualité au sein d'une famille qui a le pouvoir politique et le pouvoir économique depuis au moins 300 ou 400 ans et qui a habité château pendant au moins 3 ou 4 siècles et où le nous et le on étaient plus importants que le je. Donc il fallait suivre des règles bien strictes pour pouvoir faire partie de cette soi-disant élite, mais où petit à petit on s'était coupé quelque part de son âme. Et donc finalement on suivait des règles sociales propres à notre milieu, j'ai envie de dire, chacun faisait son possible, mais de génération en génération on était de plus en plus coupé de son essence même, donc c'est-à-dire son âme, et donc de plus en plus vidé du sacré, j'ai envie de dire, mais sans même qu'on s'en rende compte. Donc voilà, en quelques mots.
Et donc, comment toi tu as vécu ton enfance, l'enfant que tu étais, le petit Benoît, comment il a vécu dans cet environnement qui m'est bien sûr totalement étranger parce que je suis vraiment très très éloigné. Et moi j'avais une vue personnelle de la bourgeoisie, de l'aristocratie même carrément. Il n'y a pas de problème dans ces familles-là, tout se passe bien. De moi, du regard que j'avais de petit Pascal dans sa cité, il ne pouvait pas y avoir de problème dans ces grandes familles. Mais Et il y avait aussi un petit Benoît dans un grand château. Sauf que l'environnement était sûrement plus agréable, mais moi j'ai passé, je suis issu d'une famille de 8 enfants, je suis le numéro 7. Mes parents ne s'occupaient vraiment pas beaucoup de nous, de moi. Le hasard a même voulu que j'ai dû demander à mes parents d'avoir ma propre chambre, que ce soit mes parents sont séparés quand j'avais 6 ans. Et en fait, ils ne m'avaient même rien expliqué qu'ils se séparaient. Ma mère m'a mis avec les autres enfants dans 2 voitures. On a quitté le château familial pour aller se retrouver à Bruxelles parce qu'elle était en train de construire une maison où elle allait vivre. Mais mes parents ne nous expliquaient rien. Donc, c'était fin août. On commençait la scolarité le 1er septembre. J'ai envie de dire, moi, à 6 ans, mon enfance, elle se termine, elle s'arrête. Et quelque part, je vais vivre 6 mois à l'hôtel, mais en ne comprenant rien. Je crois que je vais retrouver mon père à ma première communion, parce que ma mère va faire une grande fête pour la première communion, mais bon, voilà, je vais utiliser, c'est pas très... Enfin bon, ce qui est surtout essentiel, c'est que je suis déraciné dès l'âge de 6 ans et que quelque part, objectivement, mon enfance est terminée. Donc je serai pris en otage dans une espèce de prison dorée, dans une belle maison que ma mère aura construite, mais dont elle n'aura même pas prévu une chambre pour moi. Je devrais attendre l'âge de 15 ans, lorsqu'un de mes frères sera marié, pour pouvoir récupérer une chambre. Mais en attendant, le dégât, il est fait, quoi. alors que tu vivais dans un château avec Oui, immense. bien sûr, et même dans le château de mon père, quand mes parents se séparent, ben, il y avait les chambres, mais il n'y avait pas de chambre attribuée. J'ai là aussi dû demander une chambre à mon père pour que mais bon, j'avais 15 ans. Donc, je veux dire, construire mon propre territoire et quelque chose qui m'appartenait, où je pouvais créer mon environnement, non, c'était quelque chose qui était impensable et même interdit. Puisqu'on ne pouvait pas penser de manière autonome. Il fallait, ma mère étant quelqu'un d'extrêmement autoritaire et mon père complètement effacé, elle était la personne indispensable entre moi et le monde. Et assujetti à plein de codes Bien sûr. de ce Mais milieu oui, oui, social très absolument, particulier. puisqu'elle-même, ben bon, son histoire est relativement simple. Elle se retrouve dès l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans au pensionnat. Revenant à la maison, c'est même pas à la maison, il y a 5 enfants. Revenant chez les grands-parents paternels ou maternels pour les grandes vacances, les vacances de Noël et les vacances de Pâques, et puis c'est tout. Donc en fait, ils ont même, à sa génération à elle, ils n'ont pas créé de famille. En C'est fait. ça. Même entre frères et sœurs, ils ne se sont jamais C'est ça, rencontrés, j'ai c'est envie ça. de dire. Il y a déjà une coupure Bien dans sûr, la fratrie absolument. et une relation entre les enfants et les parents Voilà, qui amène sûrement, ce que j'entends dans ton parcours, une froideur de tes propres parents. absolument. Complètement coupé de leurs émotions. Et Hmm. donc ma mère, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'elle aura terminé, enfin, qu'elle sera arrivée au bac, j'ai envie de dire, ben, elle va faire des études d'aide-soignante, et puis au terme de ses études, on lui dira, ben voilà, c'est ton mari, et tu vas l'épouser. Donc c'est ce qu'on appelle un mariage arrangé. Arrangé, oui, c'est Mais ce qui est bien elle ne connu. l'aime pas. Je crois que mon père avait de l'affection pour elle, mais bon, ça ne suffit pas pour construire une famille et en plus avoir 8 enfants, tu vois. Mais bon, comme ils avaient suffisamment d'argent, il y avait une nounou, il y avait du personnel à la maison, et heureusement, ce qui m'a en fait réellement sauvé, c'est justement les personnes qui travaillaient pour nous. Parce que c'était des gens de cœur, c'est eux qui m'ont donné vraiment une structure intérieure, c'était De des gens tout l'ancrage, ça. tu m'as parlé aussi, l'ancrage de Exactement, la terre. absolument, puisqu'on avait un jardinier qui venait préparer le café tous les matins à 7h moins quart pour toute la maisonnée, et c'était encore dans une vieille quartière en fer blanc avec une chaussette, et on voyait la bouilloire et la fumée qui sortait, et quelque part sentir l'arôme de ce café le matin, on savait que la journée allait commencer. Donc quand j'étais enfant, c'était très ritualisé, mais j'ai envie de dire, c'est vraiment l'exemple et l'amour de ces personnes-là qui m'ont donné ma colonne vertébrale.
Une assise. Une assise parce qu'en fait, de mes parents, c'était ma mère, j'ai envie de dire, bon voilà, elle avait été, je crois, de par son enfance, détruite quelque part, et donc elle était à côté de ses pompes, j'ai envie de dire. Donc elle suivait à fond le code social, mais absolument pas connectée avec ses émotions. Et tu me disais que cet homme, ce jardinier, rien que par sa présence, parlait très peu, mais rien que par sa Tout présence, à tu étais fait. renseigné. Absolument, et mon père lui faisait d'ailleurs tellement confiance qu'il gérait tout ça tout seul. Donc en fait, tout était ritualisé. Donc ça veut dire qu'à 7h moins quart, il faisait le café. À 11h, il venait apporter tous les légumes frais du potager. La cuisinière, l'aide cuisinière préparait les légumes et préparait le repas de midi. Et donc lui arrivait un peu plus tôt. Enfin, il lisait son journal et il faisait son signe de croix parce qu'ils étaient très croyants. Et puis l'après-midi, il retournait au potager où il allait élaguer les arbres. Mais vraiment, il a eu une... D'ailleurs, sur sa tombe, puisque j'ai eu la chance de le connaître 45 ans, sur sa tombe, il est marqué rien par devoir, rien à moitié, tout par amour. Tout Hmm. était là. Ah oui, ça. Et ça, je me suis vraiment fait mienne cette expression-là. Enfin, c'est Sa quelques devise. phrases, sa devise. Sa devise. Ouais. Vraiment. Et donc, vraiment, je le remercie encore tous les jours. Et même s'il m'a très peu parlé, j'allais dire sa fréquence m'a sauvé. Oui, il t'a transmis quelque chose. Et d'ailleurs, sa femme qui était l'aide cuisinière était une femme extraordinaire. Elle parlait pour lui, elle parlait pour deux. Elle était toujours de bonne humeur. Et un jour, bon, moi j'avais souvent des déboires avec ma mère, et je venais en cuisine, je venais aider pour nettoyer les légumes, et on papotait pas mal. Et un jour, je lui raconte une histoire drôle. Et à un moment donné, elle se met à éclater de rire, et je lui dis, mais Alice, pourquoi est-ce que tu rigoles? Et elle me dit, mais Benoît, je rigole parce que tu ris. Et ça m'avait tellement touché. C'était même pas la blague que je racontais, mais elle voyait ce petit bonhomme qui s'appelle Benoît heureux. Ouais, la joie. Et donc ça, pouf, quoi. Mais donc c'est vraiment des valeurs que j'ai reçues et je les remercierai jamais assez. C'est précieux. Puisqu'au-delà des apparences, au-delà de ces structures dites très jolies de l'extérieur, mais voilà, qui étaient malgré tout un chaos énorme. Et est-ce que j'ai à en vouloir à mes parents? Non, c'était des structures ancestrales qui existent et qu'on se transmet de génération en génération, mais où on est de plus en plus séparé de son âme. Quoi. Et donc ça mène à un chaos existentiel. Et je vois dans ce que tu dis entre le petit Benoît, dans le faste dans lequel il évoluait, et ces gens ce que j'entends, dans une pure simplicité. Oui, absolument. Donc tu avais un fort contraste là. Et je peux dire, et je le redécouvre que seulement maintenant, ce qui m'a aidé, c'était l'amour entre guillemets dit des gens simples, mais qui étaient connectés à la nature, et puis la force de la nature autour du château, parce que c'était un grand parc. Oui, c'est ça. Mais au-delà de ça, je ne découvre que maintenant qu'en fait, au-delà de ces personnes magnifiques, il y avait aussi la nature qui me protégeait. Je me sentais reconnu par la nature et protégé. Et c'est quelque chose que je redécouvre seulement maintenant depuis quelques mois. Oui, oui. Et là, j'y vois encore un point de ce que tu dis avec mon histoire, où moi, c'est quand j'allais les peu de fois où j'ai pu aller à la maison de campagne de chez mes grands-parents, il y avait un fermier à côté, où qui j'allais l'aider à faire à œuvrer dans sa ferme, à traire les vaches, à porter les seaux de lait et tout ça. Et ces personnes aussi m'ont énormément apporté dans leur simplicité et aussi le contact avec les animaux et la nature qui m'a permis, j'ai compris avec le temps, de m'extraire, d'avoir des valeurs qui m'ont permis de m'extraire de ce milieu très violent dans lequel j'étais, la cité, parce que j'avais reçu des valeurs essentielles de vie dans la simplicité, dans cette relation avec ces fermiers qui vivaient de la terre et de leurs animaux, et de ce lien, moi, que j'ai eu avec ces animaux et avec la terre, le vivant, quoi. Et j'y vois là encore un point similaire, malgré que nous, je le répète, comme nous étions dans deux environnements totalement extrêmes, qui ne peuvent même pas qui ne pouvaient pas se rencontrer à cette époque, d'où cette merveille de se rencontrer aujourd'hui. Ça me fait vraiment vibrer et je trouve la vie exceptionnelle. Et j'ai envie de demander, pour approcher encore plus ton espace que tu m'as déjà partagé, le petit Benoît, là, comment il vivait dans ce faste, un grand château, des grandes pièces. Je vois maintenant le manoir que tu as, qui est bien plus petit, mais qui est quand même spacieux. Tu avais aussi ces grands tableaux que l'on peut voir dans certains musées. Chez toi, là, actuellement, où tu m'accueilles, il y a des pièces qui datent du 19e siècle, même plus anciens, des tableaux. Et donc, comment le petit Benoît, il évolue dans un château, dans un tel faste de pièces et de gravures et
de toute cette histoire familiale, parce que comme tu m'expliquais, on peint les ancêtres sont peints et sont accrochés au mur de toute la filiation. Donc comment c'est pour le petit Benoît? Mais je crois que quelque part c'est extrêmement lourd, on ne se rend même pas compte, mais en fait on est regardé à chaque instant, puisqu'à à chaque génération il y a une trace des ancêtres. Donc moi j'ai envie de dire, dans ma famille on était au moins peint depuis le 18e voire le 17e siècle. Donc on n'avait pas encore la photographie, mais enfin il y avait le portrait. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, par exemple, ce qui a été extrêmement douloureux, c'est que tous mes frères et sœurs avaient été peints, puisque c'est une tradition de la famille, que moi, ça n'avait pas été fait. Oui. Donc, bon, je suis arrivé à un moment dans l'histoire du couple parental où mes parents ne s'entendaient plus du tout. Et voilà, c'était à la fois trop pour mon père, à la fois trop pour ma mère. Et je crois qu'ils n'en pouvaient plus dans leur histoire, à deux. Et donc, quelque part, mon âme a dû choisir, j'ai envie de dire, ce parcours-là. On dirait. Pour un énorme enseignement. Et quand tu parles justement de violence, chez nous, il n'y avait pas de violence verbale ou même physique. Mais je réalise seulement que depuis peu, que finalement, notre mode de fonctionnement familial était être abusé ou être l'abuseur. Et que ce n'était que ça. Et donc, c'était d'une violence incroyable. La preuve, puisque, bon, il y a bien sûr beaucoup de non-dits, mais j'ai quand même deux frères, un frère qui a été assassiné sur le chemin du travail et un autre qui a pris son fusil de chasse et qui est parti, et qui l'a mis en bouche. Donc, ça montrait quand même un mal-être énorme et j'ai envie de dire, c'est comme si il y a des signaux qui ont été donnés et que personne ne pouvait l'entendre. Et j'ai entendu que tu étais particulièrement ce qu'on appellerait le vilain petit canard dans cette fratrie. Absolument. Et donc énormément abusé, maltraité. Oui, mais en même temps, moi j'ai une très belle expression, on ne demande jamais à un poisson rouge quel est l'état de l'eau de propreté de son aquarium. Tant qu'il n'a pas quitté son aquarium et qu'il est allé voir la mer ou l'océan, il croit que tout est parfait et que l'abus est tout à fait normal. Oui, c'est ce que beaucoup d'enfants abusés pensent que le milieu dans lequel ils sont, c'est comme ça partout. Bien sûr, et que c'est la norme. En fait. C'est la norme, parce que bien forcément, un enfant ne peut pas connaître comment c'est différent, une différence ailleurs. Oui. Mais en même temps, je réalise qu'ils n'étaient absolument pas conscients du mode de fonctionnement. Bien sûr. Et qu'en plus, si on devait interroger mes frères et sœurs, on aurait 8 histoires différentes. Tout à fait. Et que pour certains de mes frères et sœurs, ils ont eu une belle enfance et tout était magnifique. Donc c'est aussi notre degré de sensibilité, comment on capte les mots, j'ai envie de dire, ou pas, qui fait vraiment la différence aussi. Ouais. Donc je le savais et je te l'ai témoigné, c'est aussi quelque chose que j'ai écrit dans mon livre. Moi, dans ma naïveté de l'endroit où j'ai grandi, donc il y avait beaucoup de violence aussi bien dans mon milieu familial avec ma mère qui était violente et aussi l'environnement dans lequel je grandissais qui était extrêmement violent, aussi bien violence physique et d'agression, de prédation, mais aussi de misère sociale qui était extrêmement violente, sur laquelle il a fallu que je travaille dessus parce que je me rends compte que moi, enfant, ça a été très très violent à vivre et je n'ai pu que œuvrer, mettre de la lumière dessus, que bien des années plus tard, et je me rends compte à quel point j'avais été impacté par cette violence de la misère sociale qui m'a amené aussi à des dérives, d'avoir emmagasiné autant de colère et de rejet de tout ça et de ne pas comprendre. Et ce que je veux dire qu'il y avait ce point commun, c'est de comment avancer avec cette lourdeur et de comprendre ce monde aussi. Comment toi après tu as commencé à t'ouvrir, à découvrir, parce que voilà ce que je voulais dire, parce que j'avais écrit, ça me revient maintenant, c'est que moi, dans cette violence que j'ai connue, je pensais que c'était le fait que les gens n'aient pas d'argent qui les rendait mauvais. J'ai grandi avec cette idée pendant longtemps, jusqu'à ce que je côtoie des gens aisés, de m'apercevoir qu'en fait, comme on dit, l'argent ne fait pas forcément le bonheur, et que les gens peuvent avoir beaucoup d'argent et être mauvais, et d'être dans la trahison et de la maltraitance. Mais moi, je parlerais surtout, probablement que la misère humaine, elle est la même, dans le sens qu'à partir du moment où on est coupé de son âme, et donc de son essence, toutes les dérives sont possibles, puisque... Pour moi, dès qu'on est coupé de l'amour, c'est comme des enfants non sevrés. Et quand je pense aux grandes fortunes mondiales aujourd'hui, je peux imaginer que ce sont des enfants qui sont coupés de l'amour et qu'ils n'auront jamais assez de fortune pour
pour être sevré, pour rencontrer l'amour. Ouais. On s'en Voilà. rend bien compte, oui. Et pour moi, c'est là que, quelque part, il est temps d'abord qu'on se fasse un chemin vers soi, Oui. peu importe d'où on vient. Et je crois aussi qu'il y a une expression néerlandaise qui dit chaque maison a sa croix. Et moi, je rajoute au plus grand de la maison, au plus grand de la croix. Et donc, évidemment, les non-dits sont d'autant plus grands. Mais les trahisons sont peut-être d'autant plus grandes. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de comparaison à avoir, mais en tous les cas, la misère humaine, elle est bien là. C'est toujours cette relation à l'amour. Et finalement, on confond argent et amour. En plus, on croit que parce qu'on a plus d'argent, on a plus d'amour. Mais non, ça veut dire, j'ai presque envie de dire, regardons le monde occidental et regardons les pays pauvres. Il y a beaucoup plus de gens lumineux dans les pays pauvres qu'en Occident. Pourquoi? Parce qu'on est coupé vraiment de notre essence. Je crois que c'est surtout ça. Et donc, après, période de jeune adulte, comment ça se passe pour toi, l'évolution? Comme papa, je vais faire le droit. Mais ça marche pas trop puisque je suis prédestiné à tout rater, puisqu'on ne voulait pas de moi. Puisqu'on a, bon voilà, ma mère a même essayé de vouloir avorter, ça n'a pas marché. Et me voilà, donc j'étais absolument pas un enfant désiré. Et donc ma mère a vraiment fait toute sa vie un déni de grossesse. Donc, mais bon, revenons à la base, c'est mon contrat d'âme. Donc, qu'est-ce que je viens chercher? Donc, oui, il y a eu notre mode de fonctionnement, c'était l'abus. Je l'ai découvert qu'il y a peu en tant que thérapeute, puisque au fur et à mesure, il faut savoir aussi qu'au fur et à mesure qu'on fait un travail de conscience et qu'on est stabilisé dans le monde du conscient, au plus notre inconscient en profite pour sortir des poubelles de plus en plus monstrueuses. Donc j'ai envie de dire à chacun de nous qui sommes dans un chemin d'évolution personnelle, ne vous inquiétez pas que quand vous ayez fait un certain nombre d'années de travail, que vous avez des trucs qui vous sautent à la gueule. Mais sachez que votre inconscient est un bon pédagogue et vous êtes tout à fait en capacité de pouvoir gérer ce genre de choses. Mais bon. Je confirme. Donc voilà, et donc c'est ça qui est en train de monter maintenant. Donc ça devient de plus en plus puant, les poubelles que je suis en train de sortir. Mais en même temps, aujourd'hui, je peux avoir une certaine forme de sourire et pas de reconnaissance, mais en tous les cas d'empathie pour ma fratrie, pour mes parents. Je crois qu'ils n'ont pas pu faire mieux. Bon voilà, j'ai eu la chance d'avoir été obligé, j'ai presque envie de dire, j'ai eu peut-être la chance de ne pas avoir été suffisamment aimé de mes parents, de devoir me débrouiller tout seul, parce que j'ai bien compris à l'âge de 12 ans que je ne pouvais plus faire confiance à ma mère. À l'âge de 15 ans, quand je venais avec des questions existentielles face à mon père, il m'écoutait 3 minutes et puis il me tenait un discours de 3/4 d'heure où il parlait de lui. Donc là, j'ai très bien compris que j'avais plus de parents et que j'avais quand même me débrouiller tout seul. Donc voilà. Et aussi ce que tu m'as témoigné, que tu as commis un crime de lèse-majesté en épousant une femme qui n'était pas de l'aristocratie. Je ne l'ai même pas épousée. Ah oui, en plus, oui. En plus, donc j'étais le premier de ma génération, entre guillemets, d'avoir une compagne et d'avoir des enfants avec elle. Et donc, que j'ai évidemment complètement reconnu, mais du coup, comme ils n'étaient pas, comme je n'avais pas épousé ma compagne, ils ne pouvaient pas porter mon titre, quoi. Donc ça c'était, donc voilà. Et puis on t'a reproché qu'elle n'était pas issue de l'aristocratie. Bien sûr, mais parce que j'ai envie de normalement, il dire, faut rester dans le sérail. Voilà, évidemment, mais heureusement, grâce à ma rencontre avec la maman de mes enfants, mais quelque part, elle m'a donné 2 enfants. Et pour moi, c'est peut-être ça qui m'a vraiment complètement sauvé la vie, puisque c'est la venue de mes enfants qui m'ont ouvert le cœur, puisque mon cœur, il était complètement bétonné, fermé. Glacé, toi aussi. Parce que ce que j'avais vécu était insupportable. Mais oui, bien sûr. Et donc c'est là, je veux dire, et donc j'ai accepté, bien sûr que je voulais mes enfants, mais j'ai aussi accepté le challenge, et c'est ça qui est beau. C'est que je ne crois pas qu'on est papa, on devient papa. On grandit dans notre paternité avec l'âge de nos enfants, et encore aujourd'hui, à l'âge qu'ils ont, je suis parfaitement émerveillé tous les jours de la manière dont ils trouvent eux-mêmes leur propre réponse face au challenge de la vie. Et voilà, et j'ai envie de quand même mettre une parenthèse, et surtout ce qui a été important pour moi, c'est la naissance de mes enfants, parce qu'ils sont tous les 2 nés à la maison avec une sage-femme, et que on a eu la chance, et merci Daniel, leur maman, et ça s'est passé facilement parce que c'était des petits bébés. Mais il faut savoir aussi que quand on attend un enfant, aussi bien pour le père que pour la mère, on est tous les 2 enceintes. Et que quelque part, on dit dans certaines traditions que
la mère porte le corps physique de l'enfant et le père porte l'âme de l'enfant. Et que, et que c'est l'occasion aussi bien pour le père comme pour la mère de revivre sa propre naissance. Et que si on n'est pas, et si ça s'est mal passé pour nous, pour notre propre naissance, ben, il y a parfois des mères ou des pères qui disjonctent à ce moment-là, mais ça n'a rien à voir avec la maman ou avec l'enfant qui est là. C'est une revivance de leur propre naissance. Et là, il y a tout un travail Ouais. qui devrait vraiment se faire en conscience, et où les couples devraient vraiment être accompagnés. Parce que bon, moi, je l'ai vécu pour les deux, mais heureusement, j'étais suffisamment alerte, j'ai envie de dire, et j'ai pu travailler tout ça. Et du coup, maintenant, c'est devenu une histoire magnifique. Ce qui, au départ, aurait pu être une tragédie est devenu une épopée. Donc, on est tous les héros. Oui. Et je crois que c'est ça aussi, c'est que quand on fait un travail personnel, peu importe de quel milieu on est, mais si on le fait en conscience et qu'on a quand même aussi une dimension de foi, peu importe, foi en la vie, on s'en fout de la religion, ça n'a rien à voir. Mais quand on a cette dimension de foi, on sait aussi qu'on est aidé par l'invisible et qu'on trouvera les gens sur notre route qui vont nous ouvrir des portes de plus en plus pour pouvoir se rencontrer en conscience et en amour et entrer dans l'amour propre qui est la chose la plus difficile qui soit, évidemment. Oui. Surtout quand on n'a pas été aimé ou suffisamment aimé dans notre enfance. Oui. Donc ça reste un grand mystère. Qu'est-ce qu'un grand mystère? Mais je veux dire l'amour propre. Ah, Je veux oui. dire, on parle beaucoup de l'amour, c'est des Oui. mots, mais c'est aimer soi-même, aimer Oui. les autres comme vous-même. D'abord, moi-même, c'est qui? C'est qui? Puisque de quoi un enfant a besoin quand il est petit? Il a besoin d'être reconnu et il a besoin d'être protégé. Et moi, et pour moi, il n'y a eu aucune de ces deux conditions qui étaient là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, quand il naît, il ne sait pas faire la différence entre lui, son papa, sa maman, le chien, le chat. Donc, toutes les émotions qu'il y a autour de lui, de son papa, de sa maman, de son frère, de sa soeur, du chien, ben, c'est lui. Ouais. Donc, toutes les émotions, il les absorbe et il croit que c'est lui. Donc, si on ne le regarde pas, il n'existe pas. Et le gros problème, c'est ça. C'est que si on ne fait pas un travail personnel, on continue à se regarder avec les lunettes de la famille, du regard de la famille sur nous. Et donc, même adulte, on va regarder le monde extérieur avec ces lunettes-là. Et tout le travail consiste justement de pouvoir changer nos paires de lunettes, c'est-à-dire rentrer dans la fréquence de notre âme. Et du coup, et de mettre ces lunettes-là, et du coup, notre regard sur le monde va changer puisqu'on va adopter un autre point de vue. Et du coup, on va attirer d'autres personnes qui sont dans cet amour-là, qui sont sur ce chemin-là. Je confirme aussi. On a déjà beaucoup parlé, même là quand je t'écoute, je suis vraiment stupéfait et impressionné de la similitude de nos histoires de vie, bien que le décor est totalement différent. Tout ce que tu en parles, j'ai vécu la même chose. Non-reconnaissance, pas d'amour, ignorance, maltraitance, dans deux environnements totalement différents et la similitude de nos parcours. Et c'est ça que je trouve qui m'a tout de suite, quand tu m'en as parlé, stupéfiant et que j'ai trouvé ça formidable en fait, de se rencontrer maintenant, qu'on se soit possible de se rencontrer et de créer ce lien d'amitié. Bien sûr. Et, c'est un plaisir. oui, je sais qu'il y a vraiment la franchise du cœur et tu le portes et tu le rayonnes. Et c'est ce qui me touche, moi, dans les personnes que je rencontre. Et que, voilà, je t'ai proposé de faire ce premier interview qui est une première. Et donc, je suis très joyeux d'avoir osé. Ça faisait un moment que ça couvait en moi. Et j'en suis très heureux. Et je suis encore à être étonné de nos similitudes de parcours. Ouais. Et donc... tu as fini par alchimiser tout ça. Tu parles de ça, de âme, de conscience, de sacré, et tout ce que des mots qui bien sûr sont venus à moi aussi et que maintenant je porte et que j'essaie de faire le mieux possible, de faire rayonner. Et je crois que là aussi nous avons une similitude, c'est que tu as accédé au pardon, tu as pardonné, si je peux me permettre, parce que c'est un processus. C'est un processus. Tu as pardonné à tes bourreaux, comme moi j'ai pardonné à mes bourreaux. C'est le mot que j'emploie, hein. Bien sûr, c'est peut-être fort pour certains, mais voilà, c'est le triangle de Karpman, là, bourreau, victime, sauveteur. C'est pour ça que j'emploie ce mot bourreau, tu as pardonné. Et je crois que tout comme moi, tu es même arrivé au stade de la gratitude grâce à avoir pris du recul sur cette histoire et que c'est ton âme qui a choisi d'être incarnée dans cette famille, dans ce milieu social, comme moi j'ai choisi d'être incarné dans cette famille, dans ce milieu social très défavorisé. Et d'avoir mis de la lumière de cette façon
sur mon parcours de vie, comme toi, il me semble que tu l'as fait, à pouvoir accéder donc au pardon et ensuite même à la gratitude, parce que là, moi, ce que je vois, tu me diras ce que tu en penses toi, c'est en faisant ça, j'ai accédé à la reconnaissance de mon âme et j'ai reconnu mon âme et j'ai honoré mon âme en faisant ça, en disant, ok, tu as choisi ce chemin de vie pour me conduire peut-être là encore où je ne sais pas, mais en tous les cas, mon chemin est bien plus lumineux qu'il ne l'était il y a 10, 20 ou 30 ans en arrière. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un processus. Donc, est-ce que j'ai complètement pardonné? Probablement non, puisque c'est un chemin de tous les jours. Je crois que c'est important, c'est pas un coup de baguette magique, c'est pas une décision, c'est quelque chose qu'on sent dans nos cellules. Oui. Je vois par exemple, j'ai un de mes frères qui était vraiment un bourreau important pour moi, qui m'a appelé, là, on ne se voyait plus depuis 3 ans, qui m'a appelé pour mon anniversaire pour m'inviter à prendre un petit déjeuner avec lui quelque part à Bruxelles. Et quand j'étais fort surpris, puisque je lui ai quand même tout de suite dit, tu sais quand même qu'il y a quand même un gros contentieux entre nous. Il m'a dit, oui, mais je veux parler de tout ça. Enfin, bref. Et bon, finalement, on a pris rendez-vous, et quand il m'a rappelé pour prendre ce rendez-vous, j'ai dû aller me coucher pendant 3 heures parce que j'étais tétanisé. Mais ce qui était intéressant, c'était ma tétanie n'était pas du fait que j'allais rencontrer mon bourreau. C'était qu'en fait, je rencontrais ma violence atomique, en fait, là, tout à coup, qui me pétait à la gueule. Et donc, là, j'ai bien compris qu'en fait, il y avait encore des choses que j'avais sérieusement à travailler. J'avais été tellement humilié, tellement maltraité de manière constante, en fait, mais sans m'en rendre compte. Et je crois qu'ils s'en rendaient même pas compte, puisque c'était un fonctionnement familial qui était existant, qui était le seul. Le schéma. C'était un schéma familial transgénérationnel qui existait, je ne sais pas depuis combien de générations. Oui. Et donc, c'était la norme, j'ai envie de dire. Et donc, c'est là que je le remercie, puisque là, ça m'a permis, en fait, de pouvoir Contacter ta propre violence. ma propre violence, mais qui était vraiment atomique, et que j'ai donc pu travailler. Et du coup, quand je l'ai rencontré, il y avait quand même une forme de compassion, je n'aime pas trop le mot, mais en tous les cas, je pouvais laisser un espace. Et puis, je l'ai vu, j'ai vu sa pauvreté aussi, sa pauvreté d'être, et qu'il était dans sa misère, et qu'il ne savait pas faire autrement. Ouais, et donc, c'était... voilà. Et il me disait indirectement les choses. Et là, heureusement, j'avais été aidé par une thérapeute qui me disait, mais certaines personnes ne peuvent pas parler de front, ne peuvent pas. Moi, je connais suffisamment Pascal pour savoir que toi comme moi, donc quand on a des choses à dire, on y va tout droit et patate, peu importe ce que ça va donner, quoi. Et non, et là, j'ai appris avec une certaine personne que parfois il faut parler de manière indirecte. Ouais. Et donc là, j'ai pris comme exemple justement la femme du boulanger de Pagnol. Et puis là, il y a le fameux boulanger, sa femme est partie. Et donc c'est pour vous expliquer comment on peut parler de choses qui nous sont chères et qui sont difficiles à dire et qu'on peut peut-être prendre un chemin détourné. Et donc je vous offre ce cadeau-là parce que je viens de le découvrir et je trouve que c'est hyper intéressant. Quand on a des choses à dire, on peut peut-être parler d'autres. On peut prendre un tiers transitionnel pour dire à la personne, vous n'avez pas été très sympa. Et donc là, je prends l'exemple justement de cette fameuse belle scène de la femme du boulanger de Pagnol, où la femme revient après avoir trompé son mari et avoir trouvé un amant, et puis elle revient à la maison toute penaude, quoi. Mais son mari va lui pardonner, mais il va quand même lui dire les choses. Et heureusement, la chatte vient de revenir, et elle a été voir des mâles aussi, apparemment. Donc elle s'adresse à Pomponette. Et il va dire à Pomponette, oui, je sais où tu es parti. Oui, tu n'as pas fait des choses jolies. Oui, j'ai pas aimé. Mais c'est magnifique parce qu'en fait, il lui exprime son amour. Et donc, oui, peut-être comme nous n'avons pas tous la même sensibilité, nous n'avons pas tous la même conscience. Et peut-être que c'est aussi notre, j'aime pas beau devoir, mais en tous les cas, nous avons plus la capacité de pouvoir trouver un lieu commun qui nous permette d'être quand même en relation où chacun est respecté. Donc je reprends, j'ai quand même fait un peu de droit, il y a un adage romain qui dit qui peut le plus, peut le moins. Si moi j'ai une plus grande conscience, je peux ouvrir un plus grand espace à celui qui a un peu plus petite conscience. Et donc l'idée du détour, peut être une belle réponse pour que la personne puisse quand même respirer dans sa misère humaine au final.
Et c'est une manière de tendre la main et de montrer la voie aussi à l'autre, justement, dans cette approche et de ne pas tomber dans le jugement qui est en fait une condamnation. Bien sûr. Et j'aime cette phrase aussi que j'avais lue, parce que j'ai côtoyé aussi dans mon environnement des personnes très très violentes et même meurtrières, pour certains qui sont passés à l'acte. Et sœur Emmanuelle qui disait comme ça, ce sont ceux qui sont les plus difficiles à aimer, qui ont le plus besoin d'amour. Et j'ai tout de suite pensé à ces gars qui étaient à côté de moi là, quand j'étais à la cité. Et c'est ce reflet que j'ai vu. C'était ceux qui étaient le plus difficiles à aimer qui en fait avaient le plus besoin d'amour. Et ce qui les rendait d'ailleurs extrêmement dangereux et violents, par leur histoire aussi des violences qu'ils avaient subies extrêmes. Et moi, j'ai quand même envie de parler de la violence, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit physique, psychique. Il y a Oui. toutes différentes formes de violence, mais pour moi, la violence, elle est l'expression même de notre impuissance face au désespoir qu'on éprouve. C'est comme si on était prisonnier de nous-mêmes, d'une situation qui nous dépasse complètement et que la parole ne suffit plus. Et que quelque part, on est presque obligé de cogner pour avoir une résistance, pour se sentir encore vivant. Tu vois. Donc on est presque obligé, parce que le désespoir est tel. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des sports extrêmes, parce que quand on a été blessé dans son enfance, on fait ce qu'on appelle des sorties de corps. On n'est plus là. C'est ça. Et donc le fait de cogner quelque part nous ramène dans le corps. Dans le Et corps. la même chose pour les sports extrêmes. Des gens qui ne sont plus en contact avec nous, là, ils vont les monter sur la plus haute des montagnes ou vont faire du parapente parce qu'à ce moment-là, ils sont obligés de revenir dans le corps. Mais oui, mais du coup, ça les ramène dans le corps et c'est là ils se sentent vivants. Donc c'est fou qu'on est obligé d'aller jusque dans la violence physique ou autre pour tout à coup revenir là et pour se dire, ah ok, j'existe. Ça me parle parce que je suis passé par cette case des sports extrêmes, d'avoir mis ma vie souvent en jeu pour sentir cette adrénaline de me sentir vivant. Et j'ai eu la chance d'avoir été protégé parce que plusieurs fois j'ai vraiment j'ai misé ma vie, par inconscience bien sûr, hein, c'était pas prémédité, en faisant le dingue en moto, des choses où et après, l'adrénaline que ça avait généré en moi, je me sentais vivant, exister. Donc, je rejoins, je suis passé par cette case-là aussi. Ouais. Donc, je te rejoins. Et donc, maintenant, je sais que tu fais des stages clown, tu fais des accompagnements, donc tu fais des formidables stages clown, parce que tu es un formidable clown aussi, plein d'humour, de joie. Et d'ailleurs, tu le dis comme d'autres que en fait, la vie, ce n'est que comment dire, une scène de théâtre. Bien sûr. Amusons-nous. Exactement. Moi, je crois que j'ai pris comme postulat de départ de ma vie aujourd'hui, c'est bien vivre sa vie ou mal vivre sa vie. De toute façon, nous avons quelque chose en commun, c'est que de toute façon, on terminera tous les pieds devant. Donc, j'ai pris le postulat de bien vivre ma vie. Et puis bon, je crois que la vie, c'est un art. Et donc, l'art de vivre, ça s'apprend. Et donc, bon, voilà, à 24 ans, j'étais désespéré, ma vie, j'avais raté mes études, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et donc, j'ai bien été obligé de commencer un travail thérapeutique. Et donc, aujourd'hui, j'ai fait un travail de 39 ans où j'ai eu la chance de faire des constellations familiales avec Christiane Singer. J'ai eu la chance vraiment de faire ma constellation avec elle. Elle m'a ouvert des portes. Et puis, j'ai pu aller plus loin puisqu'elle avait à la fois fait le travail de Bert Hellinger des constellations familiales, mais en même temps elle faisait de la live thérapie, la thérapie initiatique chez Karl Fried Graf Durkheim. Et moi j'ai suivi la filière de Karl Fried Graf Durkheim en forêt noire. Et donc pendant 20 ans je faisais, au-delà du travail thérapeutique que je pouvais, avec les thérapeutes que je pouvais faire en Belgique, pendant 22 ans j'ai fait l'aller-retour 3 fois par an en Allemagne. Et c'est là que j'ai vraiment découvert la thérapie initiatique où on réveille la mémoire du corps et donc tous ces traumas ont pu être accueillis, transcendés, alchimisés comme tu dis. Quoi. Et donc aujourd'hui, ben, j'ai créé mes propres outils. Et donc ma spécificité aujourd'hui, c'est que j'ai disons 3 outils. Le premier, c'est une lecture de doigts intuitive où quelque part je me mets en résonance avec l'âme de la personne et c'est clair que tout à coup la personne entre en lien avec la fréquence de son âme, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'émerveillement qui se fait. Et je suis très touché d'avoir reçu cet outil-là. Le deuxième outil est un outil vraiment essentiel. Je crois que pour toute personne qui fait un travail personnel en Occident, il est essentiel à un moment donné d'y inclure nos ancêtres.
Parce que souvent on fait un long travail, un long processus, et puis on récupère notre potentiel créatif, on s'ouvre au monde, on a des projets qui sont là, qui sont à portée de main, et puis là tout à coup on veut mettre ça en œuvre, on met ça dans la matière, et là tout à coup, paf, le fusible disjoncte. Mais là, pour moi, ce sont les ancêtres qui interviennent. Parce qu'il faut savoir que ça fait partie de notre contrat d'âme. Il y a une partie de l'irrésolu familial que nous portons dans notre petit sac à dos et qu'il est indispensable de mettre en lumière. Et donc c'est là que j'ai créé un outil qui s'appelle le fil d'Ariane, où je travaille, disons, 3 heures, 3 heures et demie, où je mets au service tout mon travail personnel de 39 ans. Et c'est un travail très structuré. Dans un premier temps, on va créer ensemble un protocole qui décrit vraiment spécifiquement le labyrinthe psychique familial dans lequel nous sommes enfermés, mais j'ai envie de dire toutes les générations, passées, présentes et à venir. Et puis la personne va s'approprier le texte, va le lire à voix haute. Et donc là, il y a un travail d'alchimisation qui va se faire quelque part, puisque donc on aura numéroté toutes ces phrases. Et puis ça, une fois qu'elle aura lu ce texte à voix haute, après ça, on va travailler à l'aveugle. Elle va écrire 13 chiffres sur une feuille de papier. Elle va écouter, elle va tirer au hasard des mots-clés ou bien des numéros qui correspondent aux phrases à travailler. Elle va écouter son corps. Et en fait, c'est sa sagesse du corps, parce qu'on va l'écouter elle va s'écouter dans son bassin, dans son chakra du cœur, dans son troisième œil et dans ses pieds, à l'aveugle. Mais elle va recevoir des réponses extrêmement puissantes qui sont la sagesse du corps, qui sont inspirées par son âme. Et le fait d'être dans le ressenti du corps, il y a des espaces qui s'ouvrent. Et donc à la fin de la séance, elle va avoir une espèce de cartographie de son histoire, de sa biographie, où quelque part elle trouvera le sens réel, pourquoi elle s'est incarnée dans cette famille-là, et c'est qu'elle a transcendé. Et c'est d'une puissance incroyable. Et je vois vraiment en une séance de 3 heures, 3 heures et demie, la transformation. La transformation. Et puis ces stages clown. Et puis ces stages clown, puisque c'est vraiment ça. Là, donc, on se débarrasse des valises familiales. Et puis le stage clown, c'est quoi? Pour moi, le clown, c'est un chemin vers son âme, qui est vraiment extraordinaire, parce que le clown, en fait, chaque être humain a son propre clown. Et ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est qu'en fait, le clown, il peut tout faire sur scène. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas faire quand on est sur scène, une fois qu'on a mis le nez rouge, on ne peut jamais se mentir à soi-même. Vraiment, je crois que c'est d'un des arts, c'est l'art du l'ici et du maintenant. Donc un clown, par exemple, il ne peut pas faire comme un joueur d'échecs qui va prévoir 5 coups à l'avance qu'il va faire, donc il va préparer une stratégie. Si tu fais ça en tant que clown, tu montes sur scène, dans les 3 secondes, tu perds toute ton énergie vitale. Donc en fait, la force du clown, c'est qu'il ne sait rien. Et qu'il fait confiance en son corps. Voilà. Et donc il va s'ouvrir progressivement. Donc par exemple, tu montes sur scène, tu as peur. N'essaye pas de cacher ta peur et essaie de faire rire le public, parce que tu vas perdre toute ton énergie vitale. Donc, et le courage de jouer avec ça. Voilà, et de dire au public, j'ai peur. Et c'est là que le génie du clown va intervenir, parce qu'en fait, c'est là qu'il va trouver son propre langage, puisque chaque être humain a son propre clown, qui est un personnage décalé, mais en même temps qui est en connexion directe avec notre âme. Et avec ce travail-là, en fait, tu vas découvrir l'étendue de ton potentiel créatif. Et là, on entre dans la co-création et c'est jubilatoire, il n'y a pas de fin dans ce travail-là. Et là encore une fois, je vois un point de rencontre de nos histoires. C'est que comme toi, j'ai fait un gros travail, et je le continue parce que tout n'est pas encore excavé. J'ai fait un gros travail depuis maintenant plus de 30 ans sur moi, pour aller voir toutes mes blessures et compréhension, d'accession aussi à des autres niveaux de conscience. Et là, on se rejoint, qu'on est d'accord, parce que moi aussi maintenant, je propose aussi des accompagnements, comme on en parle, et qu'on se rejoint sur la même chose, c'est que nous, notre approche, notre école, j'ai envie de dire, l'école incarnée, c'est qu'il est important d'aller voir toutes ces histoires, les poubelles, comme tu as dit, de nos histoires, pour les mettre en lumière et donner du sens à sa vie. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que tu as fait aussi, et que ça donne un sens à sa vie, et ça apporte un chemin lumineux que je peux, moi, vérifier au quotidien, ne serait-ce que cette rencontre que je fais, des personnes comme toi, j'en ai eu d'autres avant, qui sont lumineuses, qui m'apportent, et qui ont aussi un beau chemin de vie, d'évolution. Parce qu'au départ, c'est un peu saccagé, on va dire. On peut dire ça. C'était foutu d'avance.
Donc voilà, on va s'approcher vers la fin, là, Benoît. J'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a t'as quelque chose à rajouter ou une question que tu aurais aimé que je te pose? Mais j'ai envie de rajouter quand même que toute personne en chemin est une grande âme. Et pour moi, les grandes âmes sont comme les noix de coco. Et donc, imaginez-vous ouvrir une noix de coco, il vous faut une machette carrément pour Ah, ouvrir la noix de coco. et boire le lait. Ah, oui, oui, mais chaque être humain est en fait en chemin est une noix de coco. Imaginez-vous que vous devez exercer la même force pour casser la La gangue à gangue. partir de l'intérieur pour pouvoir vous enraciner. Se révéler. Et donc, il est nécessaire, notre âme choisit ses parcours pour condenser cette force d'amour, pour pouvoir casser à un moment donné cette gangue, pour pouvoir s'enraciner. Je crois que c'est ça que j'ai envie de partager. Ouais, merci. Et vraiment, et moi, ce qui me nourrit tous les jours, c'est l'émerveillement. J'ai mes déboires comme tout le monde, mais quand j'accompagne quelqu'un et que je vois quelqu'un qui, après la séance, a un sourire jusque derrière les oreilles et qui est émerveillé de ce qu'elle est et qu'elle accueille son âme, parce que dans le travail, c'est l'âme, par le fil d'Ariane, l'âme peut enfin descendre dans le corps, puisque entre moi et mon âme, il y a toutes les valises de l'irrésolu familial, entre autres, mais qui est un énorme paquet. Ouais. Et donc l'âme ne peut pas descendre. Ouais. Et par tout ce travail personnel, on s'incarne vraiment. Et c'est ça l'incarnation, Ouais. c'est que l'âme descende dans le corps physique. Et qu'on entre dans cette grande alliance qui nous permet de co-créer avec tout le vivant, Voilà. qu'est l'univers L'invisible en aussi, fait. l'invisible. Mais bien sûr. Et là où je te rejoins aussi, moi, c'est ce que j'appelle et ce que j'ai fait, quand j'accompagne les personnes, c'est ce que je les invite à faire, ce que j'appelle moi faire la grande rencontre. En fait, c'est la rencontre, comme tu dis, avec son âme et avec son vrai soi intérieur qui change tout dans son chemin de vie, quoi. Et ça devient, on va de surprise en surprise. Parce que voilà, moi tout doucement, j'avais reçu qu'il fallait que je crée cette chaîne, une chaîne, j'ai modulé, j'ai fait que je crée cette chaîne. Après, il m'est venu dire, bah, tiens, pourquoi tu ne ferais pas des interviews? Et j'ai hésité, ça m'a pris 2 ans. Là, ce soir, je le fais. Et c'est tout des choses que la vie vient me proposer. Alors, des fois, au départ, je dis, ouh là là, non, c'est pas, je suis pas prêt, là, je suis pas prêt. Donc, je compose avec ça. Et puis, bah voilà, une nouvelle aventure pour moi qui se lance avec ce premier interview. Magnifique, je suis très content. Mais moi aussi. Merci à toi. Merci, merci, Vraiment. merci Benoît, quelle rencontre, quelle rencontre. Et j'ai envie de vous dire, voilà, d'habitude c'est Pascal qui vous en dit plus, et ben ce soir c'est Benoît qui vous en a dit plus sur lui, et merci à lui. Voilà. Merci à vous et merci à toi, Pascal. Merci. Et merci pour ton chemin et ton témoignage, Ouais. parce que ça nourrit aussi mon propre chemin. Ouais, enseignant. Enseignons-nous s'enseigner. Voilà. Et donc, comme d'habitude, moi, je vous fais belle bise du cœur. Bah voilà. À bientôt. Bienvenue la vie. Et un prochain interview qui viendra, je ne sais pas qui, ni où, ni quand, mais maintenant, c'est fait, je me suis lancé, j'ai osé. Un petit rajout pour celles et ceux qui seraient intéressés par les accompagnements de Benoît, je vais mettre les coordonnées à la fin qui vont suivre avec une photo là à la suite de la vidéo. Je le mettrai aussi en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé pour le contacter. Et puis on va faire une photo ensemble parce que Benoît fait des chapeaux invraisemblables d'une créativité. Je vais faire une photo et vous allez ça suit. C'est pour ça que j'ai voulu ce petit rajout.